À New York, au cœur de Manhattan, le musée d'histoire juive inaugure une grande exposition sur l'Holocauste. Elle présente des films réalisés en 1945 à la libération des camps de concentration. Le directeur du musée va rendre hommage à un mécène inattendu. Nous remercions ceux qui ont permis de réaliser cette exposition à New York. La Société nationale française des chemins de fer, merveilleusement représentée par Bernard Emsellem. Bernard Emsellem, l'un des directeurs généraux de la SNCF. Il a fait spécialement le déplacement de Paris pour l'événement. La SNCF a le droit aux honneurs, car c'est elle qui finance cette exposition. Pourtant, pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est dans ces trains que des milliers de Juifs ont été déportés depuis la France. Aujourd'hui, la SNCF se penche sur ce passé douloureux en organisant des expositions comme celle-ci en France et à l'étranger. Sur la SNCF, nous la regardons en face. C'est une histoire elle a eu lieu. On ne peut pas bargainer avec, on ne peut pas discuter avec. Elle est là. Si Bernard Emsellem est à New York aujourd'hui, c'est parce qu'en Amérique plus qu'ailleurs, la SNCF a besoin de s'expliquer sur son rôle dans l'Holocauste. Un sujet qui fait polémique aux États-Unis. La SNCF est attaquée par d'anciens déportés. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'entreprise française a transporté des Juifs dans les camps de concentration. Ils travaillaient main dans la main avec les nazis. Aux États-Unis, depuis les années 2000, 600 anciens déportés cherchent à mettre en cause la SNCF devant la justice américaine. Il faut que justice soit faite. Ils ont fait quelque chose de mal, d'inhumain. Ils doivent être punis. Ils veulent faire condamner la SNCF pour crime contre l'humanité. Un dossier explosif pour Bernard Emsellem, le directeur général délégué de la SNCF. Notre sentiment, c'est qu'on a affaire à un dossier extrêmement sensible parce qu'on est devant le système judiciaire américain. Et donc, c'est quelque chose qui est, en termes de réputation, quelque chose qui n'est pas positif, qui est même dangereux. 600 survivants de la Shoah qui font trembler l'une des plus grandes entreprises au monde. Le 22 juin 1940, le maréchal Pétain signe l'armistice avec Adolf Hitler. Les Allemands occupent la moitié nord de la France. Le gouvernement français s'installe à Vichy, en zone libre, et entame une politique de collaboration avec les nazis. En zone nord, la SNCF, détenue à 51% par l'État français, a obligation de mettre ses trains à la disposition des Allemands. Dans les postes d'aiguillage, les employés allemands et leurs camarades français assurent en commun la bonne marche des trains. La direction de la SNCF reste en place, mais ses trains et son personnel servent en priorité l'occupant. En mars 1942, Hitler demande à Pétain de déporter les Juifs de France vers l'Allemagne et la Pologne. Ils sont raflés par la Gestapo et la police française. Il n'existe aucune image filmée des trains de déportés de la SNCF. Les seules archives existantes concernent ces convois de Juifs partis des Pays-Bas. En France, les historiens ont déterminé que la SNCF forme des trains pouvant transporter 1000 déportés chacun. Les gendarmes et les SS se chargent de l'embarquement. Les trains partent des gares du Bourget et de Bobigny, en région parisienne. Les conducteurs sont français jusqu'à la frontière avec l'Allemagne, où les nazis prennent le relais. Aucun cheminot français n'ira jusqu'au camp de concentration. De 1942 à 1945, 75 000 Juifs sont déportés vers les camps d'extermination. La SNCF
va être l'instrument de ces déportations. Seuls 2500 déportés en reviendront vivants. C'est le cas de Freddy Knoller. Ce juif américain de 91 ans fait partie des anciens déportés qui attaquent la SNCF. Il a été interné à Auschwitz de 1943 à 1945. C'est par là? D'accord. Depuis, Freddy raconte sa terrible histoire dans le monde entier. Aujourd'hui, c'est dans cette école anglaise. Bonjour à tous. Nous sommes très heureux d'accueillir Freddy Knoller. Bienvenue Freddy. Mon histoire est l'histoire des 6 millions de Juifs qui ont été assassinés par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Comme de nombreux Juifs d'Europe centrale, Freddy s'est réfugié en France pour fuir le nazisme. Mais en novembre 1943, il est arrêté et déporté dans un convoi de la SNCF de Paris, à Auschwitz. Pendant 2 ans, il survit à l'enfer des camps. Mais un épisode reste à jamais gravé dans sa mémoire, la déportation en train. Ces 3 jours en train, je ne les oublierai jamais. Nous étions 100 par wagon. On ne nous a donné ni nourriture, ni boisson. Les cris des enfants, c'était terrible. Nous avions un seau en aluminium pour faire nos besoins devant tout le monde. C'était tellement dégradant. Je me souviens, une femme s'est mise à crier « Mon bébé est mort, il ne respire plus ». 4 personnes sont mortes dans le train avant l'arrivée à Auschwitz. C'est le souvenir le plus terrible de ma vie. Alors Freddy a décidé d'attaquer la SNCF en justice. Je pense qu'ils sont responsables de tout cela, car ce sont eux qui nous ont déportés à Auschwitz. Si nous cherchons à obtenir réparation, c'est non seulement pour la souffrance que nous avons endurée, mais aussi pour les conditions dans lesquelles nous avons été déportés. C'est pour que le monde entier réalise que la SNCF s'est comportée de façon inhumaine. En France, les tribunaux se sont toujours déclarés incompétents pour juger la SNCF. Alors les plaignants se sont tournés vers les États-Unis. Car dans ce pays, les particuliers du monde entier qui s'estiment victimes de crimes contre l'humanité peuvent en théorie porter plainte devant les tribunaux américains. New York. Voici l'avocate qui mène le combat contre la SNCF. Elle s'appelle Harriet Taman. Là, ce sont des dossiers des gens qui portent plainte contre la SNCF. Chacune de ces pages raconte l'histoire d'une famille. Chacune de ces pages raconte l'histoire de quelqu'un qui a été dans les convois ou dont un parent a été déporté. Harriet Taman veut faire condamner la SNCF pour crime contre l'humanité pour son rôle dans la Shoah. Cela fait 12 ans qu'elle travaille sur ce dossier. Elle a reçu des plaintes de familles vivant en Australie, en Israël et en France. Mais la majorité de ses clients sont américains. Aujourd'hui, elle en reçoit quelques-uns pour faire le point sur la procédure. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, merci. Tous ont un proche qui a été déporté par la SNCF vers les camps d'extermination. Merci d'être venu. C'est très important de témoigner. Car une des raisons pour lesquelles on porte plainte, c'est pour que vos histoires soient racontées. Parmi eux, il y a Mathilde. En 1943, son mari a été déporté par la SNCF. Elle ne le reverra jamais. Comme les autres plaignants, elle a mis 60 ans avant de porter plainte. Pour moi, c'était impossible pendant des années de me pencher sur cette histoire et d'en parler parce que c'était effrayant pour moi. Ce n'est que maintenant, à la fin de ma vie, que j'ai le courage d'en parler publiquement. Ils veulent que la SNCF soit reconnue coupable devant la justice, mais ils veulent aussi une réparation financière.
Il faut leur faire mal. La SNCF était complice. Personne ne peut le nier. Et parfois, il faut taper au portefeuille pour que les gens comprennent. Pour eux, la SNCF a été complice de l'Holocauste. Elle doit en assumer la responsabilité. En France, la plupart des historiens comme Henri Rousseau s'accordent à reconnaître que la SNCF ne s'est pas opposée à la collaboration avec les nazis. La plupart des fonctionnaires qui ont participé à ces réunions dites techniques sur l'organisation de convois de déportation l'ont fait sans aucun état d'âme. Ça, c'est une évidence. Moi, j'y vois l'application d'une gestion administrative complètement aveugle sur le plan humain, éthique et moral. Toute la société française fonctionne comme ça à l'époque. Oui, des Français ont participé à la solution finale et pas simplement au niveau du gouvernement, à tous les échelons de la société française. À l'époque, le président de la SNCF s'appelle Pierre-Eugène Fournier. Ni lui, ni les 33 membres du conseil d'administration ne s'opposeront à la déportation des Juifs. Pour autant, à la direction de la SNCF, on refuse les accusations de collaboration active. Pour Bernard Emsellem, en 1942, l'entreprise n'avait pas le choix. L'idée d'une collaboration active avec les nazis ne correspond pas à la réalité, à ce qui s'est passé pour nous pendant la guerre. La convention d'armistice nous plaçait sous la disposition pleine et entière, pour reprendre les termes de la convention, du chef allemand des transports. Il faut rajouter que nous étions sous une dimension de contrainte par rapport à Vichy, par rapport aux autorités françaises. Et donc la démarche qui consiste à dire que nous étions volontaires et actifs dans la collaboration ne correspond à rien. Bernard Emsellem est d'autant plus touché par ces attaques qu'il est personnellement concerné par cette histoire. Si vous me permettez, 2 de mes cousins sont morts à Auschwitz. Je comprends cette situation. Ça n'empêche pas que l'on puisse garder raison. Pour Bernard Emsellem, la SNCF n'était qu'un rouage de la machine nazie. Une position défendue par un fils de déporté non des moindres, Serge Klarsfeld, le célèbre chasseur de nazis. Il a notamment permis l'arrestation de Klaus Barbie, le chef de la Gestapo de Lyon. Ces actions contre la SNCF aux États-Unis n'ont pas de sens pour Serge Klarsfeld. Le vrai coupable, selon lui, c'est la France de Vichy. Diluer les responsabilités, comme c'est le cas avec cette accusation contre la SNCF, revient à dire, voilà, les rouages sont responsables. C'est pas les rouages qui sont responsables, ce sont ceux qui envoient les wagons. Mais ceux qui envoient les wagons, c'est pas les cheminots, c'est le chef de l'État, Pétain, c'est le Premier ministre, Laval, c'est le chef de la police. Bousquet, les préfets, sont les intendants de police. C'est détourner, les véritables coupables. C'est faire en sorte qu'ils soient banalisés. Tout le monde est coupable, et plus personne n'est coupable. Pour lui, la SNCF n'a fait qu'exécuter les ordres des nazis. Mais dans la collaboration de la SNCF avec les Allemands, il y a un épisode particulièrement embarrassant. Souvenez-vous, dans la convention d'armistice, il n'y a qu'en zone nord, la zone occupée, que la France devait mettre ses trains à la disposition des Allemands. Pourtant, de mars à novembre 1942, des trains SNCF basés dans le sud ont été utilisés pour transférer des milliers de Juifs vers le camp de Drancy, en zone occupée, avant leur déportation vers les camps d'extermination. Pour l'historien Georges Ribeil, la SNCF a été au-delà de ce que prévoyait la convention d'armistice. En clair, elle aurait fait du zèle. Les trains les plus sensibles pour moi, ils sont 18, ce sont les trains de la zone sud avant l'occupation allemande. Ils concernent 11 000 Juifs déportés, Juifs transférés. On peut dire que c'est un peu le point faible pour la SNCF, puisque sur ces 18 trains, elle aurait pu faire un acte de résistance ou de freinage administratif. Vous voyez ce que je veux dire, voilà, un freinage administratif. La plupart de ces 11 000 Juifs seront déportés par la suite dans les camps de la mort, également par la SNCF. En France, ces ressentiments contre l'entreprise ne sont pas partagés par la majorité des anciens déportés. Drancy, l'ancien camp d'internement des Juifs, est devenu un HLM. Un wagon semblable à ceux qui étaient utilisés pour la déportation y est entreposé.
nous y rencontrons Francine Christophe. En juillet 1944, elle a 10 ans. Avec sa mère, elles sont déportées dans le camp de concentration de Bergen-Belsen en Allemagne. Dans un wagon à bestiaux de la SNCF comme celui-ci. Le trajet dure 3 jours, dans des conditions atroces. Je dis toujours que les animaux vivent dans leur bouse, dans un wagon. Les déportés aussi. Mais pour elle, malgré la surveillance des nazis, les cheminots ont tout fait pour aider les déportés. Les cheminots faisaient ce qu'ils pouvaient. Alors, quand il y avait un train comme ça, c'était l'été, il y avait ces grandes manches à eau qui servaient à mettre de l'eau pour la locomotive dans les temps d'air. Et ils faisaient couler l'eau sur le toit et sur les parois du wagon pour le rendre un peu plus frais. C'était une idée qu'ils avaient eue qui était remarquable. Et alors, la condensation faisait que, de temps en temps, sous les clous, il y avait une goutte d'eau qui se formait. Et quand on voyait cette goutte d'eau, on la léchait. C'était une goutte sur la langue. C'était de l'eau rouille, évidemment. C'était toujours ça. Alors pour elle, les attaques contre la SNCF aux États-Unis sont choquantes. Je trouve ça ridicule. Les gens qui font ça ont tort, c'est très moche. Ils font ça pourquoi, selon vous? Je sais pas, est-ce que ça peut... La gloire ou les millions, on ne sait jamais. Tout est toujours fait pour la gloire ou les millions. Les cheminots ont payé de leur vie. Il y a eu beaucoup de fusillés sur les cheminots. Moi, je ne pense qu'à une chose, ce sont tous ces hommes, tous ces résistants cheminots qui ont été merveilleux. On ne saura pas penser à autre chose. Après la guerre, c'est l'image d'une entreprise résistante que la SNCF a mise en avant. Au siège de l'entreprise, dans les couloirs, on en fait encore un culte aujourd'hui. Avec cette plaque commémorant la résistance des agents de la SNCF, ou sur ce monument en souvenir des 2000 résistants cheminots morts pendant l'occupation. Comme le rappelle Bernard Emselem, en 1951, l'entreprise a même reçu la Légion d'honneur pour ses actes de bravoure. Alors, il y a ici 2 médailles. La première, c'est la situation à l'ordre de l'armée, la Croix de guerre, et à gauche, la Légion d'honneur. Cette Légion d'honneur a été remise en mai 51 pour ce qui s'est passé pendant la guerre, et en particulier sur le fait d'avoir organisé la résistance et par ailleurs avoir désorganisé les troupes allemandes au moment du débarquement. Est-ce qu'il n'y a pas un aspect contradictoire d'avoir la Légion d'honneur et d'avoir déporté 75 000 juifs? Je ne pense pas qu'il faille mettre dans des balances les pour et les contre, les positifs et les négatifs, les actions vertueuses et les actions terribles, etc. À New York, cette image d'entreprise résistante révulse Harriet Taman, l'avocate des déportés qui veulent faire condamner la SNCF. Après la guerre, la SNCF a créé un mythe pour dire « nous étions dans la résistance ». La réalité, c'est qu'elle n'était pas dans la résistance. Ce sont individuellement que des employés se sont révélés d'un courage incroyable. La SNCF n'était pas résistante. Elle tente de réécrire l'histoire pour se présenter comme une victime. Mais les vraies victimes, ce sont celles qui sont autour de cette table, pas la SNCF. Harriet Taman et les anciens déportés ont décidé d'attaquer la SNCF sur tous les fronts, et notamment sur le plan industriel. Aux États-Unis, la SNCF espère gagner de juteux contrats industriels. C'est le cas dans le Maryland, avec ce train, le MARC. Il relie Washington à Baltimore. L'État du Maryland a lancé un appel d'offres à 120 millions de dollars pour opérer la ligne. La SNCF veut décrocher le contrat via sa filiale américaine, Keolis America. Mais elle va se heurter à un homme. Pour le rencontrer, direction Baltimore, la grande ville du Maryland. Léo Brettolch a 91 ans. Lui aussi fait partie des rescapés de la Shoah qui se battent contre la SNCF.
Ça, c'est mon étoile. Elle m'a été donnée à Drancy. Le 6 novembre 1942, Léo est embarqué à la gare du Bourget dans un convoi de la SNCF vers Auschwitz. Transport alphabétique du convoi 42. Voilà mon nom, Léo Brettholtz, né le 6 mars 1921 à Vienne. Le convoi est arrivé à Auschwitz. Sur les 1000 déportés, seuls 5 survivront. Léo en fait partie, c'est un miraculé. Lui a réussi à s'enfuir du convoi avant l'arrivée à Auschwitz, en forçant les barreaux de l'unique fenêtre du wagon. Alors quand il apprend que la SNCF veut faire des affaires à quelques kilomètres de chez lui, Léo est révolté. Aujourd'hui, ils veulent faire des affaires ici, avec l'argent de nos impôts. Pour faire le train? Oui, exactement. Je pense que c'est injuste, qu'ils arrivent à ces arrangements après ce qu'ils ont fait. Alors, pas de business pour la SNCF aux États-Unis. Je ne sais pas si on va y arriver. On verra. Alors Léo Brettholtz fait tout pour que la SNCF ne remporte pas le contrat du train Washington-Baltimore. En 2011, il est reçu par le gouverneur du Maryland pour lui raconter son histoire. Quelques mois plus tard, Léo témoigne devant le Parlement du Maryland. J'étais dans ce train, et quoi qu'ils en disent, la SNCF savait ce qu'il faisait. Le témoignage de Léo bouleverse les parlementaires. Alors en mai 2011, ils votent une loi très contraignante pour la SNCF. Voici la loi signée par le gouverneur. Selon cette loi, si la SNCF veut décrocher un contrat avec l'État du Maryland, elle doit faire la lumière sur son rôle dans l'Holocauste en rendant ses archives de la Seconde Guerre mondiale plus accessibles. Voici le député qui a fait voter la loi. Il s'appelle Samuel Rosenberg. Lui aussi a été bouleversé par l'histoire de Léo. Avec cette loi, il affirme mener un combat pour la vérité et l'histoire. Il y a un slogan qui dit « La vérité vous rendra libre ». Laissez l'histoire vous juger sur ce que vous avez fait, que vous soyez un individu ou une entreprise. Il est donc très important de rendre publiques ces archives. Après, chacun sera libre de dire s'il est prêt à faire du business avec cette entreprise au regard de son passé. Face à cette loi, la SNCF a plié. En France, ces archives étaient déjà consultables, mais elle a numérisé 1 million de documents pour les rendre accessibles aux Américains. À Paris, Bernard M. Selem reconnaît que cette loi les met sous pression. Bien qu'on trouvait ça exorbitant comme demande, nous avons finalement décidé d'y aller, d'accélérer la numérisation, parce qu'elle était déjà décidée en fait, la numérisation, mais de l'accélérer, de manière à ce qu'ils comprennent bien que nous n'avions rien à cacher et que nous acceptions que les archives soient disponibles, quel que soit le résultat de ce qu'on trouverait à l'intérieur. Et que de ne pas donner suite aurait été probablement pire dans les soupçons que de donner suite. Le Congrès du Maryland a nommé un historien et un archiviste pour vérifier que la SNCF joue bien le jeu de la transparence. Si c'est le cas, elle pourra participer à l'appel d'offres pour le train Baltimore-Washington. Dans cette affaire, la SNCF joue gros, car il n'y a pas qu'au Maryland où l'entreprise a des visées. L'État de Californie veut construire une ligne TGV entre San Francisco et San Diego. Un projet à 43 milliards de dollars, imaginé dans ces images virtuelles. La SNCF espère bien décrocher une partie de ce juteux contrat. On est dans une activité dans laquelle nous sommes leaders de la grande vitesse et nous avons envie de porter la grande vitesse dans les différents pays, en particulier aux États-Unis, évidemment, parce que c'est une vitrine. Et pouvoir être aux États-Unis, c'est quelque chose d'extraordinairement important. Problème, en Californie aussi, des élus ont essayé de faire voter une loi contre la SNCF, sans y parvenir. Mais la pression est de plus en plus forte sur l'entreprise. Pour sauver son image et ses affaires aux États-Unis, la SNCF ne lésine pas sur les moyens. Elle dépense des centaines de milliers de dollars en lobbying
pour expliquer son rôle dans la Shoah. Elle finance des expositions comme celle de New York sur les camps de concentration, partout aux États-Unis. En novembre 2010, Guillaume Pepy, le PDG de la SNCF, franchit un pas que l'entreprise n'avait jamais osé franchir. Dans cette lettre aux élus américains, il exprime des regrets sur le rôle de l'entreprise dans la Shoah. La SNCF reconnaît le chagrin des victimes, des survivants et de leurs familles qui ont souffert pendant la guerre par notre faute. 2 mois plus tard, en France, Guillaume Pepy s'excuse pour la première fois publiquement, mais en réaffirmant qu'elle n'était qu'un simple rouage. La SNCF, entreprise d'État, a été contrainte, réquisitionnée, un rouage dans la machine nazie d'extermination. Nous ne l'oublierons pas. Je veux dire aujourd'hui la profonde douleur et les regrets de la SNCF pour les conséquences des actes de la SNCF de l'époque. À New York, ces excuses ne suffisent pas pour Harriet Tubman. Elle est bien décidée à faire condamner la SNCF. Mais pour le moment, elle a un problème. La justice américaine refuse de juger la SNCF. Aux États-Unis, une loi accorde une immunité aux États souverains. C'est le cas pour la France. Par extension, la SNCF, entreprise publique, en bénéficie. Alors Harriet Tubman a décidé de faire changer cette loi. Pour le moment, aucune cour ne peut juger la SNCF. C'est inacceptable. Alors on travaille avec le Sénat et l'Assemblée pour que la SNCF puisse être traduite devant la justice. Désormais, c'est à Washington, au Congrès, que se joue l'avenir américain de la SNCF. Une 50aine de parlementaires ont été sensibles au combat de l'avocate. Ils ont établi un projet de loi qui enlèverait son immunité à la SNCF. Caroline Maloney est la députée démocrate de New York qui a rédigé la loi. Ces gens n'ont jamais obtenu justice. Alors j'ai pensé que c'était raisonnable de faire quelque chose pour que la justice américaine se penche sur cette histoire. Cette loi peut pousser la SNCF à faire face à ses responsabilités dans la Seconde Guerre mondiale. Si dans les prochains mois, une majorité de députés signe la loi, l'entreprise pourrait avoir à s'expliquer devant la justice américaine pour son rôle dans la Shoah. Un procès potentiellement ruineux sur le plan financier, mais aussi pour la réputation de la SNCF. Décembre dernier, au tribunal de grande instance de Paris, une famille attaque aujourd'hui l'État français qui les aurait spoliés. Nous venons chercher la réparation et la justice du préjudice que nous avons subi, ma famille et moi-même, depuis 1944. Difficile de faire plus connu que le nom de cette famille. Hélène est la petite-fille de Louis Renault, le fondateur de la célèbre marque aux losanges. Depuis 1945, l'entreprise ne leur appartient plus. À la Libération, l'État l'a nationalisée pour fait de collaboration du fondateur avec l'ennemi allemand. Une sanction contestée aujourd'hui par ses héritiers. Si les Renault obtiennent gain de cause, l'État devra leur verser des indemnités astronomiques. À la sortie de la salle d'audience, de nombreuses caméras ont fait le déplacement. Le droit de propriété a été bafoué. Il nous semble donc naturel de demander des indemnités. Quel montant vous l'avez imaginé? Non, on n'a rien imaginé du tout. Ce n'est pas du tout à nous de nous muer en experts. De toute façon, encore une fois, je vous dis, c'est le début d'une longue procédure. Mais déjà reconnaître que nous avons été victimes de préjudices importants, c'est déjà énorme. L'initiative de la famille Renault ne fait pas que des heureux. Loin de là. Des opposants se sont invités au tribunal et se sont constitués partie civile contre les héritiers au nom de la mémoire des résistants. Oui, ça me choque. Vous voulez me passer aux êtres? C'est indécent. C'est une insulte vis-à-vis de tous les résistants, tous les patriotes. Officiellement, le procès porte sur les conditions de la nationalisation de l'entreprise Renault. Mais derrière cette bataille juridique, la famille mène un autre combat, réhabiliter leur ancêtre, Louis Renault, accusé d'avoir collaboré avec le régime nazi. Une accusation que Diane, l'arrière-petite-fille, a toujours du mal à encaisser. On en a tous souffert à l'école.
d'apprendre que Louis Renault était un collaborateur. Donc jusqu'à la jeune génération, c'est une souffrance et on est content aujourd'hui de pouvoir être là. Mais qu'est-ce que vous attendez de cette audience? Déjà d'ouvrir le débat, de pouvoir en reparler. Avec ce procès, la famille réouvre une des pages les plus douloureuses et mystérieuses de l'histoire de France. Une histoire dont les plaies, 70 ans après les faits, ne sont toujours pas refermées. Notre enquête débute à Crozon, en Bretagne. C'est là que vit Hélène, la petite fille Renault. Parmi les 8 petits-enfants de l'industriel, c'est elle et son frère Louis qui mènent le combat pour la réhabilitation de leur ancêtre. On pense que, comme on le dit souvent, Louis, on ne veut pas qu'il reste dans la mémoire collective comme un traître. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Il ne l'est pas. Voilà. Il ne l'est pas. Au cœur de la polémique, l'histoire d'un des plus grands capitaines d'industrie français du XXe siècle. À la fin des années 30, Louis Renault, parti de rien, a créé un véritable empire. Première entreprise industrielle française, Renault emploie plus de 30 000 ouvriers. À l'époque, les usines de Billancourt sont aussi étendues que la ville de Chartres. Voitures de tourisme, camions, moteurs d'avion, c'est le fleuron de l'industrie française. Dans les archives familiales, nous avons retrouvé des images de Louis Renault. À cette époque, le riche industriel et sa famille coulent des jours paisibles entre leur domaine de Normandie et celui de la presqu'île de Gien. Tout bascule en 1940, lorsque les Allemands envahissent la France. Les usines Renault acceptent de travailler pour l'occupant. Pendant 4 ans, les ouvriers ne fabriqueront plus que des camions et des pièces détachées de chars pour la Wehrmacht. Une production de guerre pour l'Allemagne que Louis Renault va payer très cher à la Libération. Dès août 1944, comme le montre ce mandat d'arrêt, l'industriel est incarcéré pour atteinte à la sûreté extérieure de l'État. Emprisonné à Fresnes, il décède 2 mois plus tard et ne sera jamais jugé. En janvier 1945, le gouvernement provisoire de De Gaulle nationalise l'entreprise Renault sans indemnité pour le motif suivant. Les usines Renault ont constitué un instrument entre les mains de l'ennemi. Louis Renault devient le symbole du patron collabo. C'est cette image qu'Hélène et son frère voudraient corriger. Selon eux, Louis Renault a effectivement travaillé pour l'armée allemande, mais sous la contrainte du régime de Vichy et d'Hitler. La cause défendue par les héritiers fait grincer des dents, car à la Libération, si la famille Renault a été dépossédée de tous ses biens industriels, elle a en revanche conservé l'ensemble de ses propriétés privées, très nombreuses. Depuis plusieurs mois, les petits-enfants sont devenus la cible de violentes attaques sur Internet. C'est une insulte intolérable envers la mémoire de toutes les victimes de la barbarie nazie. Pour ma part, je pense que l'on devrait tondre les femmes de ces enfoirés. On lit des choses complètement épouvantables. On parlait de révisionnisme, de négationnisme, mais parfois on nous a traités qu'il fallait nous pendre, qu'il fallait qu'on nous envoie par cargo au Rwanda, qu'on nous applique la solution finale. Mais enfin, vous savez, il y a une grande violence. Sur Internet, le débat donne lieu à des commentaires outranciers. Mais les Renault ont d'autres adversaires beaucoup plus sérieux qui s'appuient sur des travaux d'historiens. Au premier rang desquels, la CGT. Nous sommes aux usines Renault du Mans. Ce site, créé par Louis Renault en 1920, emploie aujourd'hui près de 4000 ouvriers et ingénieurs. Ce soir, la CGT organise une conférence-débat sur le rôle de l'ancien patron pendant l'occupation. Environ 80 personnes ont fait le déplacement. La CGT, qui a toujours été majoritaire ici, se pose aujourd'hui en gardienne de la mémoire de l'entreprise. Pour la défendre, le syndicat a fait appel à Annie Lacroix-Rise, une historienne, membre du PC, spécialiste de la collaboration économique durant la Seconde Guerre mondiale. La dame ne mâche pas ses mots. Y a-t-il lieu de réhabiliter grand-père? Non. D'abord, il n'y a pas lieu de réhabiliter grand-père parce que
Renault n'a pas été sanctionné pour rien. Pour preuve, elle présente 2 pièces à conviction qu'elle a affichées en grand derrière la scène. On y voit Louis Renault photographié à 2 occasions aux côtés d'Hitler. Ces clichés datent d'avant-guerre. L'un a été pris lors d'un entretien avec le chancelier allemand en 1935. L'autre, au Salon de l'automobile de Berlin, en février 1939. Pour Annie Lacroix-Rize, ces rencontres font de Renault un admirateur de l'Allemagne nazie. Revenir là-dessus s'apparenterait, selon elle, à du révisionnisme. J'ai le devoir de faire connaître la vérité historique, particulièrement pour la rétablir quand elle est malmenée, violée, comme elle l'est dans le cas Renault. Ce soir-là, avec Annie Lacroix-Rize, l'ancien patron en a pris pour son grade et ses arguments ont convaincu le public. C'est dommage que, comme dit l'historienne, là, que les choses de l'histoire ne sont pas suffisamment développées, elles sont sabotées, quoi. Il faut pas que Louis Renault soit réhabilité, à aucun moment. Et en plus, quand on apprend la fortune qu'a laissé Louis Renault à ses descendants, c'est scandaleux, franchement. Tourner la page, ce serait absoudre ceux qui, justement, ont collaboré avec les Allemands et ont écrit une des pages les plus sombres de l'histoire. Oui, salut Fabien. Annie, à plus. Au cœur du débat, les relations exactes de Louis Renault avec les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Elles donnent lieu à une véritable bataille entre historiens. Pour Annie Lacroix-Rize, l'historienne communiste, il n'y a aucun doute, Louis Renault a été un collaborateur zélé et enthousiaste des nazis. Mais ce n'est pas du tout l'avis d'un autre historien, Laurent Dingly. Il s'est passionné pour le sujet après avoir épousé la petite-fille de l'industriel, Hélène. Laurent Dingly soutient que Louis Renault a collaboré avec les Allemands sous la contrainte. Commissariat du 5e arrondissement de Paris. C'est ici que sont stockées les archives de la préfecture de police. Annie Lacroix-Rize a trouvé dans ses cartons les pièces qui, selon elle, sont les plus lourdement à charge contre Louis Renault. En particulier des rapports de la police de Billancourt qui détaillent les arrestations d'ouvriers des usines Renault pendant l'occupation. Ils ont été arrêtés car ils sont communistes, un parti interdit depuis 1939. À la suite d'une certaine recrudescence de la propagande communiste à l'intérieur des usines Renault, les services de police viennent de découvrir un centre clandestin. Ces gens, en toute connaissance de cause, la direction de Renault les a livrés à la police française, laquelle travaillait main dans la main avec la police allemande, dans des conditions qui font de Renault un des pourvoyeurs de la répression qui, en France, a fait des dizaines de milliers de morts. Sur ce rapport, il n'y a aucune trace de dénonciation des ouvriers par la direction de Renault. Mais pour Annie Lacroix-Rize, si les policiers savent ce qu'il se passe dans les usines, c'est que le patron les a renseignés. L'autre charge de l'historienne contre Renault concerne ses productions pour l'armée allemande. À cette époque, Vichy interdit aux industriels français de construire du matériel de guerre offensif pour la Wehrmacht. On peut réparer des tanks, produire des pièces détachées, mais pas fabriquer des véhicules de guerre neufs. Selon l'historienne, Renault serait passé outre ces lois de Vichy et aurait livré des chars flambant neufs à ses clients allemands. Les bombardements massifs des Anglais en 1942 et 1943 sur les usines de Billancourt en seraient la preuve. Voulez-vous m'expliquer pourquoi ils ont été bombardés? Parce qu'ils fabriquaient des casseroles. Ils ont été bombardés parce qu'ils fabriquaient des véhicules qui étaient aussi essentiels que les chars. Renault a construit des chars ou des chenillettes ou des vilebrequins de chars de manière massive. De graves accusations qui feraient de Louis Renault un collabo, puni à juste titre à la Libération, selon Annie Lacroix-Rize. Une thèse totalement réfutée par l'historien et mari d'Hélène Renault. Laurent Dingly a écrit une épaisse biographie de l'industriel. Annie Lacroix-Rize lui reproche de travailler au service des intérêts de sa femme. Sur le site internet qu'il consacre à Louis Renault, Laurent Dingly a rédigé une réponse de 50 pages directement adressée à l'historienne communiste. Il y met en cause son impartialité. Et sur la question des chars, il est formel.
Il y a bien eu réparation de tanks dans les usines Renault, mais aucune fabrication de véhicules neufs. Il n'y a pas un char qui a été construit dans les usines Renault pendant l'occupation. L'essentiel des chars a été réparé dans les 2 ateliers réquisitionnés par les Allemands, séparés de l'usine dont nous avons parlé tout à l'heure, dirigés directement par les ingénieurs de l'entreprise Daimler-Benz et avec des ouvriers qui étaient recrutés par les Allemands eux-mêmes. Le mystère Renault n'est pas encore percé. Il reste encore de nombreuses archives inexplorées aux 4 coins de l'Europe. Ce jour-là, Laurent Dingli se rend à Stuttgart. C'est là que se trouve le siège de Daimler-Benz. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Renault a été placé sous la tutelle du constructeur allemand. Des commissaires de Daimler se sont installés à Billancourt pour surveiller les productions. Comme Laurent Dingli ne parle pas la langue, il est accompagné d'une historienne allemande pour l'aider dans ses recherches. Les archives de Daimler de la période 39-45 sont ouvertes depuis une vingtaine d'années. Mais c'est la première fois que les Allemands reçoivent un chercheur français, spécialiste de Renault. Je voudrais vous remercier de nous recevoir ici et de nous permettre de poursuivre nos recherches. C'est très important, merci. Oui, il y a une polémique chez vous en ce moment. Oui, c'est un débat qui n'en finit pas. Selon Laurent Dingli, si des chars ont été construits aux usines Renault sous l'occupation, il devrait y en avoir une trace ici, aux archives de l'entreprise. Votre femme, elle ne vous en voudra pas si vous publiez des choses dans ce sens, Renault collabo? Non, mais je crois qu'il ne faut pas commencer, parce que si on rentre dans des considérations personnelles comme ça, je veux dire, on arrête son métier tout de suite, parce que moi, il y a quelque chose de plus qui me motive, indépendamment de Renault d'ailleurs. Depuis que je fais des recherches en histoire, même sur d'autres périodes, il y a le goût de la recherche. On est passionné, on a envie de savoir, on a envie de comprendre avant toute chose. Et c'est quelque chose qu'on a dans le ventre, quoi. Toute la journée, ils vont éplucher des bilans. C'est intéressant si ça concerne Renault. Il y a quelques mots, je comprends, mais... Et beaucoup de documents comptables. Mais seule cette pièce va retenir leur attention. Donc ça veut dire secret. Un des rares mots d'allemand que je connais. Alors, d'après ce que j'ai compris, mais il faut travailler un peu plus sur cette archive, c'est un projet de char qui a intéressé Adolf Hitler lui-même. En fait, c'était un char qui était le char Renault B2, qui était encore à l'état de prototype. Il n'était pas terminé. Et apparemment, je le découvre en même temps, ça a intéressé Hitler au moment de l'occupation. Les Allemands voulaient sans doute perfectionner le matériel blindé et s'inspirer de ce qui avait été fait un peu partout en Europe. À en croire ce document, les tanks Renault auraient effectivement intéressé Hitler, mais le projet serait resté sans suite. Les documents examinés chez Daimler ne changent pas le cours de l'histoire. Mais Laurent Dingli repart presque rassuré. Rien ici n'est venu ébranler ses certitudes. Pour tenter d'avoir le fin mot de l'histoire sur les tanks, nous avons recherché des ouvriers de l'époque. Ils sont de moins en moins nombreux encore en vie, mais nous avons retrouvé l'un d'eux, Roger Vacher, 87 ans. Il a commencé chez Renault à 15 ans en 1940, comme apprenti taulier chaudronnier. Fabriquer des chars, c'est quelque chose d'énorme. Oui, ça vous paraît impossible? Impossible. Pourquoi? Parce que d'abord parce qu'il n'y avait pas le personnel, techniquement, on n'était pas équipés. Les ateliers n'étaient plus équipés pour ce genre de fabrication. Roger Vacher se souvient qu'en revanche, sur sa chaîne de montage, il fabriquait des camions militaires. C'était des petits camions de taille moyenne, avec une cabine et avec un plateau derrière, équipé de ce qu'on appelle des ridelles, c'est le côté, et d'arceaux pour mettre une bâche. C'était le type de construction, le type de véhicule. Et vous saviez à quoi ils servaient? Ah bah oui, c'était pour l'armée allemande. On savait qu'en particulier, le front à cette époque-là était à l'Est. Alors ça ne pouvait aller qu'à l'Est. Ça ne posait pas de problème de travailler pour les Allemands, pour les ouvriers? Non, mais vous savez, les personnes se posaient la question. Hein, parce que je pense que tous les gens qui étaient au travail, tous les ouvriers qui étaient au travail à cette époque-là, étaient assez contents de pouvoir travailler, d'avoir conservé leur travail,
surtout à partir de 1942, lorsque s'est développé ce qu'on appelait le STO, le service du travail obligatoire. Et si on travaillait chez Renault à cette époque-là, on était à l'abri, ou relativement à l'abri, de ce risque de départ en Allemagne pour travailler en Allemagne. Début 1944, Roger Vacher quitte Paris et rejoint un maquis FFI en Bourgogne. Il participe à la libération de la France et rentre à Paris en octobre. À son retour, les usines Renault sont en pleine ébullition. L'État vient de les réquisitionner et le patron est en prison. Globalement, les ouvriers ne regrettaient pas Louis Renault. Bon, l'encadrement, une bonne partie de l'encadrement, on trouvait excessif son arrestation. Et il y a une chose qui passait assez mal, c'est la nationalisation et la confiscation des biens sans procès, sans qu'il y ait eu de procès. Louis Renault n'est pas le seul à avoir produit des camions pour les Allemands. Ce tableau, publié récemment par un historien, synthétise la production de véhicules pendant l'occupation chez les principaux constructeurs français. Citroën et Peugeot ont aussi fabriqué des milliers de camions pour les Allemands. Mais De Gaulle va infliger une sanction exemplaire à Louis Renault. L'industriel est écroué à Fresnes en août 1944, où il décédera 2 mois plus tard. La punition ne s'arrête pas là. Début 1945, le général De Gaulle décide de la nationalisation de l'entreprise Renault, une nationalisation sanction. Il a collaboré, oui. En travaillant pour les Allemands, il a collaboré, oui. Mais combien d'entreprises ont collaboré pour lesquelles il n'est rien arrivé de semblable, quand même. Il y a bien quand même... Il y a autre chose, il y a quand même bien un caractère politique derrière qui a conduit à ça, quand même. Et si les raisons de l'arrestation de Louis Renault et de la nationalisation de son entreprise étaient en fait à chercher avant la guerre? Dans les années 30, l'entreprise a été le théâtre de violents affrontements sur fond de lutte sociale. Augmentation des salaires, diminution du temps de travail, les ouvriers de Billancourt réclament l'amélioration de leurs conditions de travail. Mais le patron a du mal à leur accorder gain de cause. Michel Pigeonnet est directeur du Centre d'histoire sociale du XXe siècle à Paris. Selon ce spécialiste du syndicalisme, Louis Renault n'a pas été tendre dans les années 30, particulièrement avec les ouvriers communistes, en première ligne sur le front des revendications sociales. C'est un patron de combat, un patron qui ne tolère pas une expression syndicale dans son entreprise, qui licencie très vite, et qui non seulement licencie, mais lorsqu'il apprend qu'un militant qu'il a renvoyé est pris dans une autre entreprise de la région parisienne, n'hésite pas à avertir son collègue que un tel est un rouge, un tel est un syndicaliste et qu'il faut le chasser. En 1936, au moment du Front populaire, 2/3 des ouvriers des usines Renault sont syndiqués. Billancourt est devenu le bastion du Parti communiste. Quasiment un salarié sur 5 de l'usine est membre du Parti communiste. Je ne parle pas du syndicat. Évidemment, pour Renault, c'est insupportable, c'est inacceptable. Et il va prendre sa revanche. Il va prendre sa revanche 2 ans plus tard, en 1938, au moment de la grève de la fin novembre 1938, où là, la force publique va reprendre l'usine après des affrontements très durs. Et il va en résulter plus de 1800 licenciements. Tous les délégués du personnel sont licenciés, les cadres du syndicat sont licenciés, les cadres repérés comme communistes sont licenciés. Voilà, ça, c'est Renault. Pour l'extrême gauche, Louis Renault est le symbole du patron exploiteur et impitoyable. L'humanité lui a trouvé son surnom, le Seigneur de Billancourt. En 1944, à la Libération, le rapport de force en France a changé. Les communistes sont désormais au gouvernement, aux côtés de De Gaulle. Quand Louis Renault est arrêté, beaucoup y voient alors la revanche des syndicalistes et des communistes.
Je n'ai pas été étonné, si vous voulez, de la puissance, de l'offensive, en quelque sorte, de la CGT et du Parti communiste à l'égard de Louis Renault. Louis Renault, c'était le patron absolu, le patron à abattre. Il fallait l'abattre. On n'y avait pas réussi avant. Là, c'était le moment. 70 ans plus tard, pour le Parti communiste et la CGT, il n'est pas question de remettre en cause l'arrestation de Louis Renault ou la nationalisation de son entreprise. Nous avons rencontré Michel Certano, un des leaders historiques de la CGT Renault. Il n'a pas connu l'époque du fondateur, mais celle de l'entreprise nationalisée, la Régie Renault. À la Libération, le site de Billancourt devient un laboratoire social et un bastion syndical. Dans les années 60, 70 et 80, Michel Certano est en première ligne de toutes les grandes luttes sociales menées et souvent remportées à l'usine. À cette époque, on disait « Quand Renault éternue, c'est la France qui s'enrhume ». En 1968, je monte la garde la première nuit en bout du pont de l'autre côté. Est-ce qu'il y a un pont Louis Renault par ici? Il y a un pont Renault. Mais Renault, ils étaient plusieurs frères. Ils étaient 3. Donc c'est la subtilité. Le pont ne s'appelle pas le pont Louis Renault. Il s'appelle Renault. Et Louis Renault, ça passait pas? Ça passe pas. Le sujet n'a rien d'anecdotique. Pour Michel Certano, derrière la réhabilitation de Louis Renault, ce serait la mémoire du mouvement ouvrier français qui serait menacée. Il faut se mettre à la place de jeunes de vos générations qui, eux, ça leur passe un peu par-dessus la tête et puis, que des petits-enfants veulent honorer la mémoire de leur grand-père. Bah, pourquoi pas, c'est gentil ça, hein, c'est gentil. Il y a déjà eu plusieurs tentatives de réhabilitation du fondateur de Renault. À chaque fois, le syndicaliste s'est interposé. En 1994, j'étais toujours salarié à Billancourt. Et lorsque j'apprends qu'on a remis le portrait de Louis Renault dans la salle du conseil d'administration, je fais des bonds et je mène une bataille. Et je crois savoir qu'aujourd'hui, en 2012, il n'y a pas le portrait de Louis Renault dans la salle du conseil d'administration de Renault. Mais c'est une bataille. Il n'y a jamais rien d'acquis définitivement. Pour ne pas laisser réécrire l'histoire des usines auxquelles il a consacré sa vie, Michel Certano s'est constitué partie civile au procès contre les héritiers Renault, aux côtés d'autres militants cégétistes et communistes. Avec leur procès, les petits-enfants Renault touchent à un tabou. Ils remettent en cause l'histoire telle qu'on la raconte dans les livres scolaires depuis la fin de la guerre. Une histoire à laquelle les communistes sont particulièrement attachés. C'est des gens depuis toujours qui veulent que l'histoire reste figée, donc qui se portent qui se portent contre nous, c'est pas très étonnant, on les attendait. De toute façon, pour eux, le patron, c'est la bête abominable. Alors Louis Renault, qui était le premier patron de France, il faut quand même recadrer les choses, pour eux, c'est la bête à abattre. Et puis si en plus on revient sur cette histoire, pour eux, c'est comme si on leur enlève leur fondation, tout d'un coup, tout s'écroule. Au procès où ils contestaient la nationalisation de l'entreprise, les Renault n'ont pas obtenu gain de cause, mais ils font appel. Ce combat judiciaire, qui risque de durer des années, a en tout cas bien réveillé leurs adversaires. À Rueil-Malmaison, par exemple, en banlieue parisienne, le Parti communiste vient de se lancer dans une nouvelle croisade contre Louis Renault. Sur cette place, à 2 pas de la sortie du RER, Marc Becquet, conseiller municipal communiste, accompagné d'un petit groupe de militants, tente d'ameuter les passants. Vous traversez la place Louis Renault, la polémique autour de Louis Renault. Tenez, monsieur. La place n'est pourtant pas nouvelle.
Donc elle s'appelle comme ça depuis 1997, puisque c'est au moment où ce quartier d'affaires Rueil 2000 a été construit. Et pourquoi ne pas avoir réagi plus tôt ? Ça nous a échappé à l'époque. Vous voyez qu'on n'est pas complètement obnubilé pendant 70 ans par la même question. Donc elle est revenue là, d'actualité, du fait de la démarche des héritiers Renault. Marc Becquet veut rebaptiser l'endroit et il lui a choisi un nom hautement symbolique. La polémique sur Louis Renault. Si en 2012, l'affaire Louis Renault déchaîne encore de telles passions, c'est qu'elle touche en réalité au mythe fondateur de notre République et à ses valeurs. La résistance, la collaboration, les héros et les traîtres. Cela peut paraître étonnant, mais le débat politique aujourd'hui se nourrit encore de ce qu'il s'est passé, il y a près de 70 ans.